La Facture, émission 609. Aujourd'hui, en 2015, manquer d'argent peut encore mettre votre vie en danger. Quand la bureaucratie fédérale menace votre vie privée. Aussi, comment éviter une lourde taxe? Bonsoir, bienvenue à La Facture. L'article 1 de la Charte québécoise des droits et libertés nous dit que tout être humain a droit à la vie. L'article 2 nous dit que tout être humain dont la vie est en péril a droit au secours. Mais au Québec, si vous manquez d'argent, vous pourriez vous retrouver en danger de mort. Cette réalité à la fois surprenante et choquante est très peu connue hors des milieux de la santé. Malgré ce que nous croyons, notre système de soins de santé n'est donc pas universel. Et si on vous disait que la santé de votre cœur est liée à celle de vos dents et que vous pourriez en mourir? Micheline Leblanc, 55 ans, mène une vie simple. Cette ancienne serveuse et vendeuse peint pour passer le temps et s'occupe de son père malade. Il y a 5 ans, Micheline a subi une opération risquée. On l'a opérée à cœur ouvert pour lui implanter une valve cardiaque. Malchance, sa valve actuelle est défectueuse et doit être remplacée le plus rapidement possible. Et en plus, son cardiologue lui fait une annonce étonnante. Vous m'avez dit que votre cardiologue voulait que vous occupiez de vos dents. Oui. Comment ça? Parce qu'ils disent que la bouche, c'est une grande porte pour les bactéries, puis les maladies, puis les virus. Mais Mme Leblanc n'est jamais allée chez le dentiste. Avec son petit salaire, elle n'en avait pas les moyens. Et là, ses dents et ses gencives sont très abîmées. C'est pas farfelu de demander à Mme Leblanc d'aller chez le dentiste avant son opération? C'est impératif. Pierre Pagé est directeur des services professionnels à l'Institut de cardiologie de Montréal. C'est impératif dans le sens que si les dents ne sont pas réparées, il faut qu'elle sache et tous les intervenants autour sachent que son risque que sa nouvelle valve subisse une infection un jour est beaucoup plus élevé que la normale. Et si sa valve s'infecte, rien à faire. C'est encore une autre intervention. Une intervention potentiellement mortelle. Théoriquement, là, ce serait une 3e opération, donc ça serait extrêmement dangereux pour sa vie si cette valve-là s'infectait. Pour Micheline Leblanc, se faire soigner les dents est devenu une priorité, mais elle ne peut tout simplement pas se le permettre. Moi, j'ai dit, je veux bien, mais j'ai pas d'argent. Je suis à la maison, je travaille pas, je prends soin de papa. J'ai pas d'argent pour payer pour ça. Elle fait donc des démarches pour recevoir des soins gratuits. Elle écrit à l'Association des chirurgiens dentistes du Québec. Ils m'ont répondu qu'ils ne pouvaient pas rien faire pour moi. Ils m'ont dit d'aller voir le CLSC. Le CLSC dit qu'ils ne peuvent pas rien faire. Dans les hôpitaux, il n'y a aucune place qu'ils le font. Je fais quoi, hein? Même si les soins dentaires sont une nécessité vitale pour elle, Mme Leblanc n'arrive pas à trouver des soins dentaires gratuits puisqu'elle n'est pas bénéficiaire de l'aide sociale. C'est inacceptable en 2015 qu'une personne dans une situation semblable n'ait pas accès à des services dentaires de base. C'est d'autant plus important pour les gens qui ont une santé précaire. André Lavallière est président de l'Association des dentistes en santé publique. Des problèmes de santé dentaire auprès d'un individu qui est immunosupprimé ou qui doit recevoir des traitements médicaux spécifiques. Une mauvaise condition bucco-dentaire, à ce moment-là, peut mettre sa vie en danger ou peut même amener des complications importantes, allant parfois jusqu'à la mort. Il s'indigne de ce que vivent Mme Leblanc et bien d'autres. 30 % de la population n'a pas accès à des soins dentaires. Leur salaire est trop petit pour qu'ils puissent se payer un dentiste. On reçoit régulièrement des appels de médecins qui sont à la recherche de solutions pour améliorer l'accessibilité à des clientèles qui sont spécifiques, qui ont besoin de traitements rapides, de traitements aussi en complémentarité avec les services médicaux. On parle de gens avec des problèmes de santé importants. L'Institut de cardiologie cherche à aider Mme Leblanc, mais en vain. On n'arrive pas à lui trouver un dentiste qui accepte de la soigner gratuitement, même si sa vie est en jeu. Moi, ça, c'est mon problème, mais c'est le problème de plein de gens aussi.
T'as pas d'argent, t'as pas de service. Que t'ailles mal, que t'ailles pas mal, que ce soit dangereux pour ta santé, que ce soit... T'as pas d'argent, endure. Par contre, si elle était bénéficiaire de l'aide sociale, après 1 an, elle aurait droit à des traitements dentaires gratuits. Est-ce que vous regrettez de ne pas vous être mis sur l'aide sociale? Ben oui. Non pour le plaisir que ça a donné, oui pour côté santé. T'sais, le gouvernement, il pense pas bien, là. Vous avez plus tellement d'espoir là, qu'on vous soigne les dents. Là. Ben pas vraiment, non. N'est pas pantoute, non. Même si... C'est pas un manque de vouloir de ma part, c'est... J'ai pas d'argent. À l'Association des chirurgiens dentistes du Québec, on préfère ne pas nous accorder d'entrevue et on nous réfère à l'Ordre des dentistes du Québec. L'Ordre accepte de nous rencontrer. Mais après notre appel, surprise, on apprend que Mme Leblanc recevra des soins dentaires gratuits par la Fondation de l'Ordre des dentistes du Québec. Est-ce qu'il faut que quelqu'un passe par une émission de télévision pour avoir accès à des soins gratuitement? Pas du tout. Si Mme Leblanc a téléphoné ou le docteur du centre de cardiologie a téléphoné à l'Ordre, elle a eu exactement le même résultat. Barry Dolman est président de l'Ordre des dentistes du Québec. Plusieurs de ces personnes-là nous écoutent aujourd'hui. Est-ce qu'elles peuvent toutes téléphoner à la Fondation et elles auront des soins gratuitement? Non. Parce qu'on n'a pas le réseautage complet à travers la province du Québec pour ces gens. On ne peut pas aborder ce problème-là à la pièce, personne par personne. Il faut une réflexion approfondie au Québec, des travaux importants, un peu comme une politique de santé dentaire. À l'Ordre des dentistes, on nous affirme que l'accessibilité à des soins dentaires pour tous est une priorité. Mais à l'heure actuelle, ce n'est que par le biais de leur fondation, mise sur pied il y a 6 mois, que des soins gratuits sont offerts. Ces soins ne sont accessibles qu'à travers quelques organismes. Cependant, l'Ordre des dentistes n'est pas en mesure de nous dire combien de personnes en ont bénéficié à ce jour. En pratique, si on regarde les programmes de services de santé qu'on a au Québec, c'est comme si on avait exclu complètement la bouche des services assurés. C'est donc une aberration importante dans notre système de santé au Québec. En attendant, Mme Leblanc a consulté un dentiste et s'est fait soigner les dents. Elle entrevoit plus sereinement son opération au cœur. Mais plusieurs autres patients, dans des situations similaires, cherchent encore une solution. Ils disent que c'est pas vrai. Au Québec, on n'a pas un système de 2 vitesses. Et oui, il y en a un. T'as de l'argent, t'as un service. T'es pauvre, t'as un service. Mais t'es entre les deux, t'as rien. Micheline Leblanc a eu son opération à cœur ouvert le 2 mars dernier et tout va bien pour elle. Mais que va-t-il se passer pour tous ceux et celles qui sont dans la même situation? Une mauvaise santé buccale peut causer des maladies respiratoires, compliquer les cas de diabète et aggraver les maladies cardiaques. Si la bouche des gens menace leur santé à ce point, ne serait-il pas temps que le gouvernement intervienne? Après la pause, l'incurie du fédéral menace sa vie privée. Jacques Franqueur, J-A-C-Q-U. Pourquoi ça n'a pas été fait? Là, je fais quoi? Vous allez m'envoyer un formulaire? À chaque fois, on me dit la situation va se corriger, mais on est toujours au même point à peu près 20 mois plus tard. Si vous croyez que la bureaucratie gouvernementale s'en mêle facilement les pinceaux, vous n'avez rien vu. Pendant 2 ans, l'incurie de la fonction publique fédérale a donné les pires maux de tête à un citoyen, en plus de menacer sa vie privée. Il a tout tenté pour que les fonctionnaires d'Ottawa règlent son problème. Mais c'est finalement lui, aidé par la facture, qui a pris les choses en main pour forcer une solution. C'est ce que j'appelle la tour de Babel. Ça donne lieu à ce genre de cauchemar de Kafka, là, finalement. C'est un épée de Damoclès, ça. Tu rentres dans la machine à saucisse, puis il n'y a personne au bout de la ligne. Il est comme pris en souricière. Les 12 travaux d'Astérisque. Les expressions colorées fusent devant l'absurde bureaucratie gouvernementale. Mais la réalité qu'elle cache est moins drôle. La protection des renseignements personnels est menacée. Jacques Franqueur dompte la nature sur sa terre de Saint-Narcisse-de-Beau-Rivage en Beauce. Mais il n'arrive pas à maîtriser la tempête semée par un fonctionnaire de Service Canada.
m'accusant presque d'utiliser le numéro d'assurance sociale d'une autre personne. En mai 2013, il reçoit un appel de nulle part lui reprochant de ne pas utiliser le bon numéro d'assurance sociale, le NAS. Cette lettre confirmera qu'il doit utiliser un autre numéro. Pourtant, il a le même depuis qu'il a commencé à goûter au plaisir des grands. Ça faisait plus de 50 ans que j'utilisais ce numéro-là. Je trouvais ça un peu bizarre qu'on constate l'erreur 50 ans plus tard. J'ai mijoté des inquiétudes parce que notre numéro d'assurance sociale, c'est confidentiel. Déterminé à faire triompher la vérité, il avale les kilomètres pour aller au bureau de Service Canada à Lévis, la première d'une longue série de visites. On m'a fourni un nouveau numéro avec une carte. On m'a confirmé que Service Canada s'assurait que les corrections allaient être faites tant au gouvernement du Québec qu'à celui du Canada. Monsieur Franqueur sacrifie une partie de son identité avec un certain agacement. Tiens, la calice de carte. Il n'y a pas personne d'autre qui va l'utiliser. Il pense avoir tiré un trait sur cette affaire, eh bien non. L'Agence du revenu du Canada lui réclame, à tort, 1 333 $. C'est qu'il reçoit des documents, des avis de cotisation, des avis comme quoi qu'il doit rembourser un RAP, qui est un régime d'accession en propriété. Guy Demers est le comptable de M. Franqueur. Il est appelé à la rescousse. J'ai dit, t'as-tu pris ce programme-là? T'as-tu procédé au régime d'accession en propriété? Il dit, non. Il dit, j'ai pas pris ce programme-là. Fait qu'il dit, c'est quelqu'un d'autre ou il y a une erreur dans mon dossier. Une autre aberration qui attise sa colère. J'étais vraiment embêté, oui. Me faire demander de l'argent quand je ne l'adouais pas, ça m'agace. Cette histoire le rattrape à la période des impôts au printemps 2014. Revenu Québec refuse de traiter son dossier sous son nouveau numéro d'assurance sociale. Au fédéral, il est produit avec le nouveau. Au provincial, il est produit avec l'ancien numéro. Donc, c'est aberrant. Comment peut-on le laisser dans une telle situation? Nous avons découvert que depuis 1998, le Bureau du vérificateur général a reproché plusieurs fois au ministère responsable de Service Canada sa gestion du NAS. Leurs rapports sont inquiétants. Le ministère peut difficilement garantir l'exactitude, l'intégralité et la fiabilité des données du registre d'assurance sociale. Mais c'est parce que j'en ai 3 numéros. Ils corrigent des erreurs par de nouvelles erreurs. Je veux que cette situation-là soit régularisée là, au plus vite. Les 12 travaux d'Astérix, la maison qui rend fou. Jacques Franqueur, J-A-C-Q-U. Pourquoi ça n'a pas été fait, là? Je fais quoi? Vous allez m'envoyer un formulaire? Cela fait 1 an et demi qu'il se bat avec des fonctionnaires dépassés. 3 numéros d'assurance sociale différents. Sa patience est à bout. Chaque fois, on me dit la situation va se corriger, mais on est toujours au même point, à peu près 20 mois plus tard. Monsieur Franqueur a une illumination. Se peut-il qu'un autre Jacques Franqueur vive le même cauchemar que lui? Il en retrace un à Beauceville. Son homonyme lui apprend qu'il a lui aussi été forcé de changer de NAS il y a 2 ans. La facture a provoqué leur rencontre. Jacques, bienvenue, c'est ça? Ça va bien? Quel bon numéro d'assurance sociale vous amène chez nous? Ah, je sais pas. Dès les premières minutes, les 2 Jacques Franqueur s'entendent comme larrons en foire. Ça commence à être mélangé pas mal, là, leur affaire. Là. Servez-vous pas de mon numéro d'assurance sociale? Il vous envoie direct en prison. Ah bon? Ah oui. Cela prend l'humour d'un beauceron pour affronter une situation aussi kafkaïenne. Mais quand tu arrives dans une grosse machine comme ça, c'est toi qui es fautif. Tu as dû faire une erreur, tu t'es trompé dans tes affaires. Débrouille-toi, puis non, c'est de même, ça marche. Puis on va te donner un nouveau numéro, puis t'as pas le choix. Les 2 hommes font une découverte stupéfiante. L'ancien numéro de Jacques Franqueur de Beauceville a été attribué à son homonyme de Saint-Narcisse. Voilà pourquoi celui-ci reçoit des avis de RAP. En fait, l'Agence du revenu du Canada aurait dû les envoyer à M. Franqueur de Beauceville. Dans la lettre qui accompagnait mon nouveau numéro d'assurance sociale, le sien, j'avais une mise en garde de garder mon numéro d'assurance sociale confidentiel. Et... C'est assez ironique. Oui, c'est Paul et Paul, là.
Sur le site de l'Agence du revenu, voici ce qu'on lisait le jour de la rencontre des deux hommes. Journée de la protection des données. Puis là, quand ils sont mélangés, là, t'as un grand silence. C'est extrêmement inquiétant de savoir que d'autres personnes peuvent être en possession d'informations qui relèvent de leur vie privée, de leur intimité. Face à cette situation absurde, nous avons consulté le professeur Pierre Trudel. Ça, c'est très grave parce que s'il y a une obligation de base pour l'ensemble de l'administration publique, c'est bien d'assurer la protection de la confidentialité de ce genre d'informations-là. Alors, à partir du moment où vous vous mettez à jouer là-dedans, puis vous n'êtes plus capable de garantir qu'il ne peut y avoir qu'une seule personne qui est associée à un NAS, c'est tout le système qui est compromis. À force de communiquer avec la Tour de Babel d'Ottawa, nous avons finalement compris l'origine de l'imbroglio. Même nom, même région, même génération. C'est probablement un ensemble de circonstances, de négligences ou d'incuries qui ont fait en sorte qu'on en est là. Le ministère responsable du NAS parle d'un incident extrêmement rare et malencontreux. Chose certaine, les conséquences peuvent être graves. En négligeant d'assurer la protection de la sécurité de ces renseignements personnels-là, le gouvernement ou les ministères concernés contreviennent à la loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur gouvernemental. Les deux ministères reliés à cette affaire n'ont pas voulu nous accorder une entrevue. La raison invoquée par l'Agence du revenu, la loi de l'impôt sur le revenu interdit à un fonctionnaire de fournir sciemment un renseignement confidentiel. Une réponse étonnante pour ces deux Jacques Francoeur qui voient ce ministère violer la confidentialité depuis 2 ans. Est-ce que l'aspect du bris de confidentialité, ça vous a tout de suite préoccupé? Oui, beaucoup. Si ça tombait entre les mains de personnes malveillantes, ça pourrait causer de graves dommages? Ça pourrait causer des préjudices à M. Francoeur sans aucun doute. J'avais pas de doute sur l'intégrité de M. Francoeur, là, parce qu'on s'est parlé au téléphone, puis il me semble que il me semble qu'un beauceron peut pas être malhonnête. Les choses ont commencé à bouger quand la facture a multiplié les appels à Ottawa. Un fonctionnaire spécialisé a été attitré à leur dossier pour que les deux Jacques Francoeur obtiennent réponse à toutes leurs questions et que la situation soit rétablie. Tous les ministères et agences impliquées devraient également faire le suivi. Le jeu du vrai ou faux maintenant. Vous achetez une voiture d'occasion qui a 3 ans. En même temps, vous achetez une garantie prolongée de 7 ans ou 160 000 km. Mais en lisant le contrat, vous comprenez que cette garantie a commencé à la mise en service du véhicule. Elle n'est donc valable que pour 4 ans. Alors, vrai ou faux, une garantie prolongée prend toujours effet à la mise en service du véhicule? La réponse après la pause. Vrai ou faux, une garantie prolongée prend toujours effet à la mise en service du véhicule. Faux. Il existe plusieurs types de garanties sur le marché. Certaines chevauchent la garantie du fabricant, mais d'autres commencent lorsque celle du fabricant se termine. Pour nous joindre, dans la région de Montréal, composez le 514-790-2636. À l'extérieur de Montréal, composez le 1-800-790-2636. Vous pouvez aussi visiter notre site Internet, ici radio-canada.ca/la facture. La période des impôts arrive et nous commençons tous à râler contre les gouvernements. Non, mais ça tue du bon sens, nous disons-nous, tout ce qu'ils viennent chercher dans nos poches. Mais si nous faisons bien attention, il y a au moins une taxe que nous pouvons éviter. Stéphanie et Mathieu sont conjoints de fait depuis 10 ans. Mais rien ne va plus, c'est la séparation. Les semaines qui suivent sont pénibles pour tout le monde. Il faut régler tous les détails d'une séparation, dont le sort de la maison familiale. La vendre ou la garder? Finalement, après 4 mois de négociations, ils s'entendent.
c'est Mathieu qui rachètera la part de Stéphanie. Mais surprise, la Ville exige que Mathieu paye des droits de mutation, la fameuse taxe de bienvenue. Est-ce une erreur? Non. La loi prévoit que les conjoints de fait peuvent éviter de payer ces droits. Mais, pour bénéficier de cette exemption, la vente doit avoir lieu dans les 90 jours suivant la fin de la vie commune. Et s'ils avaient été mariés, le délai aurait été de 30 jours après le jugement de divorce. Pour Stéphanie et Mathieu, le 4e mois de négociation va leur coûter très cher. Le fin mot de l'histoire, en cas de séparation, ne traînez pas trop. Le temps, c'est de l'argent. Voilà, c'était La Facture, où que vous soyez au pays, à Bathurst ou à Charlottetown. Merci beaucoup d'avoir été là. Voici des extraits de ce que vous verrez la semaine prochaine. J'étais convaincu à 100 qu'on était pour accepter. Il fait une réclamation dans le cadre d'un règlement d'un recours collectif. On refuse votre réclamation. Mais c'est la compagnie elle-même qui décide qui sera indemnisé. On ne sait pas qui obtient quoi. Parce que c'est la juge qui a décidé que cette entente-là était acceptable. C'était voulu ainsi parce qu'ils ont l'expertise, ils ont les ressources. Avec ce que je sais aujourd'hui, c'est certain que je ne me serais pas inscrit au recours collectif.